Donc, je suis très heureuse de vous recevoir ici dans les rencontres. Donc, c'est cette première session autour de la privacy. On a eu l'idée cette année d'organiser une série en fait d'événements pour inviter toutes les personnes avec lesquelles on collabore et vous, les annonceurs qu'on accompagne au quotidien. Donc, les prochains événements se feront autour de secteurs en particulier et de problématiques en particulier. Ils seront organisés en présentiel si la situation nous le permet et vraisemblablement en petit comité pour favoriser le partage et l'échange. En tout cas, aujourd'hui, cette première session sur la privacy, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on entend parler de ce sujet, et souvent d'une façon assez pessimiste, comme la fin de quelque chose. Mais il faut se dire que c'est pas, et c'est ce qu'on verra ensemble ce matin, la fin de quelque chose. C'est aussi une nouvelle façon de travailler, en fait, et de se créer des nouveaux benchmarks avec des nouvelles méthodologies. Et donc aujourd'hui, en fait, on va revenir ensemble sur le sujet. Donc on va pas rebalayer ce sujet en long, en large et en travers d'un point de vue pédagogique pour revenir ensemble sur ce qu'est un cookie, etc. Je pense que vous avez dû suivre depuis sur ces 2 dernières années des webinaires en question sur le sujet. On va refaire un état des lieux sur les implications à date, sur les derniers benchmarks de taux de consentement notamment. Et on va revenir sur les conséquences, les implications et où en sont les alternatives pour faire un focus sur les solutions qui permettent maintenant de pallier à la perte des données. Donc ici, autour de la table, donc, je serai présente donc en tant que directrice générale adjointe de Havas Market. Il y aura Maxime Molnar, qui est directeur performance aussi chez Havas Market, Édouard Lafaille, directeur des opérations Socialize Paris, et Étienne Defumel, Data Consulting Manager de Havas DBI. Donc, on souhaitait revenir sur le sujet de la privacy parce que c'est un sujet qui est fondamental et qu'il faut prendre très tôt dans les stratégies pour 2022. Il faut se poser cette question de comment est-ce qu'on recompose ces données qui est perdues. Vous avez déjà tous dû le voir et ça a une importance majeure dans nos stratégies d'acquisition pour continuer à mesurer le trafic, mais aussi les conversions et continuer à atteindre en fait les objectifs qui nous sont assignés ensemble. Et donc du coup, on pense en fait que c'était le moment d'aborder ce sujet tous ensemble. Donc depuis 2 ans, en fait, ce sujet nous anime. Ce que je voulais rappeler en préambule, c'est que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un sujet légal, un sujet qui est mené aussi par les navigateurs, la tech, qui fait en fait écho et une réponse en fait au mécontentement qui a monté depuis quelque temps des internautes qui se retrouvaient en fait complètement assaillis par la publicité et gênés dans leur navigation. Donc il y a eu une montée des adblocks, comme on le sait, des VPN, des navigateurs alternatifs. La CNIL, les données personnelles, c'est un sujet sur lequel elle travaille depuis les années 70, puisque la loi informatique et liberté existe depuis 78. Ensuite, il y a eu le RGPD, qui régit la façon dont on traite, dont on stocke, dont on travaille les données personnelles. Et privacy, en fait, c'était juste une évolution qui était en ligne complète avec la vision de la CNIL, qui vient gérer pour cette fois le consentement. Donc en fait, le consentement et le nouveau bandeau, la CMP qui est mis en place depuis avril 2021, il faut se dire une première chose, c'est qu'elle vient diminuer d'une façon complètement unilatérale la volumétrie d'identifiants, donc de cookies. Pas que les cookies, mais on parle beaucoup des cookies dans l'univers en fait web. Ensuite, on a les navigateurs, dont l'AdTech, donc surtout Safari avec l'ITP, Intelligence Tracking Prevention, qu'ils ont mis en place, qu'ils ont commencé à mettre en place depuis 2017. Chrome, qu'on a entendu la première annonce en fait de son projet Privacy Sandbox en 2020, et iOS, qui fait partie aussi d'Apple, sur la mise en place des prompts sur mobile. Donc, on voit qu'il y a cette mouvance qui se met en place aussi de par la tech. Donc, leur objectif, évidemment, c'est de gagner des parts de marché, de garantir un web plus safe pour leurs utilisateurs, mais aussi un moyen de contrôler la donnée et de pouvoir créer des identifiants à la racine dès la connexion qui soient plus granulaires, plus volumétriques. Donc, pour commencer, un retour sur les premiers impacts et les premiers benchmarks et notre décryptage des dernières alternatives.
Donc là, je rappelais un peu le contexte et la timeline. Donc vous avez vu, en novembre 2017, lancement de l'ITP, de Safari, qui a commencé à bloquer en fait et à venir contraindre la récolte en fait de cookies au début third party et ensuite first party, et également tout ce qui est lié au fingerprinting et aux autres typologies d'identifiants. On a eu ensuite l'Union européenne qui adopte le RGPD en 2018, l'annonce de Google de la fin progressive des cookies tiers sur Chrome en janvier 2020, qui est donc prévue pour 2023. On n'a pas encore la date précise. Et la fin complète des cookies dans Safari, donc en mars 2020. Ensuite, le test d'usage de Flock dans la Privacy Sandbox de Chrome. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Ensuite, en avril 2021, la mise en place du nouveau mandat de consentement de la CMP en conformité avec les règles de la CNIL. En juin 2021, Google annonce le retardement de l'abandon des cookies tiers qui devait être en 2022 et qui est maintenant retardé en 2023. En juillet 2021, la Californie adopte le CCPA. Et en janvier 2022, on a appris très récemment l'abandon de Flock au profit de Topics dans le projet Privacy Sandbox de Chrome. Pareil, on reviendra dessus par la suite. Donc, le déploiement du nouveau protocole lié à la CNIL, donc sur les CMP, qui a été mis en place en avril 2021. On a pu faire des audits sur une partie des annonceurs qu'on gère dans le groupe Havas Media. Ce qu'on constate, nous, c'est un taux en fait de consentement de 72% en moyenne sur nos campagnes. Et ce taux, il est assez différent selon les leviers, entre le SIA et le display, puisqu'il varie de quelques points. On se rend compte que naturellement, dans des campagnes publicitaires avec des formats plutôt d'accroche SIA, on est plutôt dans une réponse à une requête, à une demande, donc déjà dans une situation en fait d'action pour se rendre sur un site et pour soit s'enregistrer ou acheter, alors que sur le display, dans une navigation qui peut être plus branding, qui est davantage en fait push et qui nécessite de détourner l'internaute de son parcours. Donc naturellement, on a un taux qui diffère. Ensuite, donc, comme on le disait, Google a annoncé la suppression et de la prise en charge des cookies tiers avec le projet Privacy Sandbox. Il y a eu un report puisque maintenant c'est 2023. Et donc, les impacts directs, ils sont liés au ciblage, à l'activation et à la mesure. Donc concrètement, en fait, on ne pourra plus, et ça je pense que vous l'avez vu pour le coup, c'est un rappel, mais toucher les personnes qui manifestent un intérêt pour une marque et pour des produits, optimiser les publicités pour les conversions, mesurer et établir des rapports précis sur les résultats de campagne, qui seront en fait dans une vision par écosystème, par plateforme et par silo, et diffuser des publicités pertinentes, donc personnalisées, en fonction d'actions précédentes des internautes, en fonction de leur navigation. Donc c'est la personnalisation, la DCO, etc. Donc voilà, ça va venir en fait contraindre donc, le ciblage qui aujourd'hui était axé sur l'ensemble des acteurs que vous connaissez qui vendaient en fait de la donnée basée sur du cookie tiers qui était ensuite clusterisé. Ça va venir contraindre les actions de retargeting, de DCO, de remarketing qui sont en lien avec des actions précédentes et la mesure. Néanmoins, on voit en fait des alternatives et des initiatives qui se mettent en place. Donc, on a des solutions, on sait aujourd'hui qu'on a des solutions de ciblage qui sont opérationnelles et efficaces, puisqu'on a eu l'occasion chez Havas Media maintenant depuis 2 ans de commencer à les tester. Donc maintenant, de plus en plus d'acteurs de régie proposent des solutions basées sur la donnée first party, sur leur propre DMP en fait. Et donc, ça nous permet d'avoir accès à des ciblages qui sont beaucoup plus précis, qui sont de meilleure qualité. Le ciblage contextuel et le ciblage sémantique. Donc, on a un vrai retour qui se fait sur le contextuel. Et c'est aussi en lien avec toute la mouvance axée sur la RSE, la raison d'être, etc. Et ça permet d'aller recibler les internautes en fonction d'un contexte, en fonction d'une connexion, en fonction du traitement éditorial et en fonction en fait de l'ensemble du contenu du site qui va être crawlé en fait par les différents acteurs qui proposent du contextuel et du sémantique, donc sur le mot-clé. Et donc, ça permet aussi peut-être vraisemblablement d'être dans une
de capter en fait davantage l'internaute, puisque en fait la publicité pour le coup elle est vraiment située en contexte. Alors qu'auparavant, via les ciblages en fait de data third party, on allait venir chercher des internautes par rapport à leurs intérêts précédents, mais pas forcément dans un contexte qui était en lien avec ce qu'on leur proposait. Et donc, du coup, il ne faut pas se dire que le contexte ou la sémantique, c'est un retour en arrière à une pratique du digital qui était d'appeler une régie et de demander d'être ciblé sur la rubrique économique du Monde, par exemple. Aujourd'hui, c'est des solutions qui se sont sophistiquées grâce à l'IA, grâce au machine learning, puisqu'aujourd'hui, on peut complètement faire de la DCO en contextuel. Et en fait, tout ce qu'on faisait auparavant en termes de ciblage third party est possible en contextuel. Et toutes les régies sont en train d'aller dans cette mouvance. Et il y a des benchmarks aussi qui montrent que le ciblage contextuel, du coup, est meilleur en termes d'efficacité que le ciblage third party. Ensuite, on a une réflexion, enfin, ce sujet, de toute façon, de disparition des cookies pousse une vraie réflexion autour de l'adressabilité, puisque c'est le premier niveau, le premier sujet. Hein. C'est comment est-ce qu'on on peut cibler les internautes et pouvoir les identifier avant tout. Donc, on a des réflexions qui sont en cours, qui sont encore en cours, autour de projets communs de Unique ID, donc notamment Unified ID de The Trade Desk avec l'IAB et également ID5. Donc ça, c'est des projets qui sont en cours, qui permettraient de recomposer la donnée dans tout l'écosystème programmatique. Maintenant, il nécessite une adhésion de l'ensemble des acteurs, que ce soit des éditeurs, que ce soit des acteurs qui vendaient de la donnée, que ce soit des DSP, etc. Et le plus d'acteurs rallieront ce projet, plus on aura de la donnée qui sera volumétrique et granulaire. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de ces projets-là. Et ensuite, la Privacy Sandbox de Chrome, sur lequel on va revenir ensemble. Donc, la Privacy Sandbox, en fait, c'est une suite de solutions qui vont être disponibles en API via Chrome, enfin que Chrome va mettre à disposition, et qui vont permettre en fait de pouvoir faire tout ce qu'on ne peut plus faire en dehors, enfin si on n'a plus accès aux cookies. Donc ça va être lié à la prévention contre la fraude, tout ce qui va être lié à la brand safety, au ciblage d'audience, au retargeting et à la mesure. Donc tous les acteurs qui voudront en fait pouvoir disposer de ces solutions s'y connecteront en API et elles seront restituées en fait sous forme agrégée et anonymisée. Donc ça, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle de la Privacy Sandbox. Aujourd'hui, il y a un forum en fait, technique qui est accessible à tous les ingénieurs, etc., qui s'appelle GitHub, qui montre comment ces projets avancent petit à petit. On a surtout entendu parler de deux d'entre eux, qui sont Flock, en fait, Flock et Topic pour la partie ciblage d'audience, et Fledge sur la partie retargeting. Donc, on sait aujourd'hui qu'en fait, Chrome en fait, a abandonné Flock au profit de Topic. Donc, on voulait un peu revenir sur ce point-là et vous apporter quelques précisions. Donc, Flock, en fait, était une pratique qui est basée sur la notion de cohorte, en fait, qui anonymisait en fait, l'historique de navigation et qui formait des groupes, en fait, des groupes d'internautes de par leur navigation. Si elle était similaire, c'était groupé, anonymisé et complètement agrégé. Et ensuite restitué en fait via une connexion API. Donc on pouvait aller cibler un groupe d'internautes, mais on ne savait pas du tout quelle allait être sa navigation et ses centres d'intérêt. Donc aujourd'hui, en fait, Chrome a arrêté en fait cette typologie de ciblage. On n'a pas forcément énormément d'informations sur les raisons, mais parce que vraisemblablement, elles devaient être pas suffisamment efficaces par rapport aux tests qu'ils mènent, et également parce que elles n'étaient pas tout à fait CNIL compliant. Enfin, compliant avec toutes la réglementation, en fait, données personnelles. Donc aujourd'hui, se tourne vers Topic, qui en fait permet en fait de prendre directement la donnée en local, donc et qui l'anonymise directement et qui permet ensuite de pouvoir avoir une identification en fait qui se fait plus individu par individu. Je passe maintenant d'un point de vue mesure. On va revenir sur la mesure size-centrique et plus globalement sur la mesure d'efficacité des leviers publicitaires et faire un petit update pour vous montrer où on en est.
Bonjour à tous. Alors, merci Marine. Je prends la suite sur le sujet de la mesure site-centrique qui n'échappe pas à la restriction de la mesure liée au consentement de l'utilisateur. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, sur la plupart des outils site-centriques que vous utilisez, une partie des utilisateurs ne sont pas mesurés. Ces utilisateurs peuvent avoir des comportements différents de ceux qui acceptent le consentement et que vous pouvez voir remonter sur vos outils. L'une des solutions que l'on peut mettre en place, c'est de travailler sur une solution exemptée de consentement par la CNIL. C'est-à-dire que la CNIL a listé un certain nombre de solutions site-centriques que vous voyez à l'écran qui peuvent être déclenchées sans le consentement de l'utilisateur. Alors attention, on ne parle pas de solution, mais de paramétrage de la solution. Donc il est important de paramétrer correctement la solution pour s'assurer qu'elle correspond à ce que recommande la CNIL au moment du déclenchement du tracking. Deux avantages pour ces solutions, c'est un, pouvoir recomposer l'intégralité des arrivées des utilisateurs qui proviennent de vos campagnes, et donc pouvoir à nouveau calculer un taux d'arrivée complet. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir visualiser les comportements de ces utilisateurs qui, sur d'autres solutions, n'acceptent pas le consentement. Deuxième cas, lié à la privacy sur les sujets site-centriques. Vous n'avez pas échappé à ces informations. Le sujet du transfert des données personnelles en dehors de l'Union européenne et la mise en demeure des utilisateurs des solutions Google Analytics qui font l'actualité ces derniers temps. Le sujet existe depuis longtemps. Depuis la fin de l'accord de Privacy Shield, il n'y a pas vraiment d'encadrement légal sur les données personnelles transférées aux États-Unis. Ce qui est nouveau cette année, c'est que la CNIL vise l'utilisateur du service, donc l'annonceur qui utilise Google Analytics dans ses mises en demeure. Le sujet, c'est le transfert des données personnelles aux États-Unis qui ne respectent pas la RGPD. Alors, pour faire face à ça, on ne recommande pas de couper directement Google Analytics. Il y a un paramétrage qui est nécessaire pour limiter les données transférées aux États-Unis. Ce paramétrage peut être l'anonymisation des IP ou la diminution de la durée de stockage des données dans Google Analytics. Il y a certaines actions qui sont prises par Google pour renforcer ces sujets de privacy sur les données qui sont transférées aux États-Unis. Mais visiblement, ces solutions seront disponibles uniquement dans Google Analytics 4, la nouvelle version de Google Analytics. Donc, il convient de mettre en place un double tracking. Google Analytics et Google Analytics 4 pour constituer un historique dans Google Analytics 4 et pouvoir avoir de la donnée sur laquelle se baser au moment du transfert sur la nouvelle solution, ou un double tracking avec une solution exemptée qu'on a vue dans la slide juste avant. Et alors maintenant, un point sur la mesure plus globale, en fait, qui vise à mesurer l'apport, en fait, et la contribution des leviers dans un parcours de conversion. Donc, on sait que suite à la fin des cookies, on ne pourra plus mesurer, en fait, l'attribution digitale. Alors, on pourra toujours le faire intra-écosystème Google, intra-écosystème Facebook, mais on ne pourra plus l'avoir d'un point de vue global. Et les impressions, en fait, elles ne seront plus réconciliables. Et les clics, dans la mesure où ils aboutissent à une visite sur le site annonceur, ils demeurent réconciliables, mais c'est qu'une partie en fait de la vision. Donc nous, on pense qu'il faut se tourner vers d'autres typologies de mesures pour venir renforcer en fait les visions que vous allez avoir écosystème par écosystème. Et c'est non plus se baser sur l'exploitation de données au niveau individu, mais de se tourner vers des solutions statistiques qui sont la modélisation économétrique. Aujourd'hui, la modélisation économétrique, l'avantage, en fait, c'est que ça ne travaille pas seulement les leviers digitaux, comme l'attribution et la contribution digitale le permettaient, mais également tout ce qui est offline et tout ce qui est marketing, prix, promotion, météo, enfin tous les facteurs qui vont être liés et évidemment aussi à la visibilité et les actions de vos concurrents. Et ça permet en fait de pouvoir mesurer l'impact de chacun de ces leviers, de ces canaux sur le ROI. Donc, ça a une force de frappe beaucoup plus importante. Maintenant, c'est une étude observationnelle qui se fait à un instant T et qui est très macro.
et qui travaille en fait des causalités, des relations de cause à conséquence. Donc on pense qu'il faut pouvoir la mixer et y intégrer en fait des tests d'incrémentalité qui sont vraiment travaillés in vitro sur des campagnes données, c'est des expérimentations, et qui permettraient en fait de pouvoir aller alimenter les modèles de statistiques et de modélisation économétrique. Donc c'est vraiment la clé de ces deux niveaux qui permettront d'avoir une mesure complète et qui viendront renforcer vos dispositifs et la visibilité que vous pouvez avoir de l'ensemble en fait du panel des solutions que vous utilisez. Donc pour résumer cette première partie, on a une initiative en termes de création d'identifiants communs qui est en cours, qui est maintenant encore trop neuve pour pouvoir vraiment en tirer des conclusions sur des tests, puisqu'elles ne sont pas encore suffisamment adoptées par suffisamment d'acteurs. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut se dire, c'est qu'auparavant, on avait une donnée cookie qui était facilement transférable d'un univers technologique à un autre, d'un acteur à un autre. Aujourd'hui, on va devoir vivre et devoir composer avec différents types d'identifiants qui vont cohabiter à différents niveaux d'accès de données, puisque par exemple, le navigateur est le niveau 0, mais ensuite, il y aura peut-être un acteur, un éditeur qui aura un niveau d'identifiant, il y aura peut-être un autre acteur qui aura un autre niveau d'identifiant, et du coup, il faudra bien savoir à quoi correspond, enfin quoi, et qu'est-ce qu'on vous propose et qu'est-ce qu'on vous vend. En tout cas, ce qui fera la différence, comme je le répète, c'est la volumétrie et la granularité. Ensuite, en termes de ciblage, plusieurs alternatives intéressantes émergent, notamment sur le contextuel et le sémantique, qui font leurs preuves. Il faut avant tout tester pour se faire un avis. Donc là, c'est une vraie démarche de test and learn que vous pouvez mettre en place avec les équipes avec lesquelles vous travaillez. Et la mesure, qui est un sujet majeur, parce qu'on a beaucoup parlé en fait du ciblage, de l'identification dans l'ensemble des webinars, je trouve, sur le marché, mais peut-être pas suffisamment de la mesure. Mais là, ça arrive avec ce qui se passe avec Google Analytics, notamment dernièrement. Et avant tout, ce que le disait Étienne, c'est qu'il faut vérifier son paramétrage et se tourner progressivement vers des solutions intégrant de la modélisation. Et ça, c'est vraiment la clé, on va en parler par la suite. Et en transverse, il faut se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos données first party sont la clé pour aider à réconcilier tous les écosystèmes et vous aider à piloter en fait vos investissements et l'activité de vos sites. Maintenant, il faut bel et bien les structurer et pouvoir bien les mailler en interne chez vous, mais surtout aussi savoir à qui vous les confiez et vous assurer en fait du respect en fait de la réglementation autour de ça. Donc, si on se penche maintenant sur les solutions qu'on peut mettre en place dès à présent, tout de suite, on voudrait faire le focus sur des solutions qui permettent de pallier la perte des données et continuer à pouvoir mesurer et piloter surtout l'acquisition. Donc, les deux leviers les plus majeurs sur l'acquisition sont évidemment le SIA et l'écosystème Google Ads et le social. C'est les deux vitrines du web aujourd'hui. Et ces deux typologies d'acteurs proposent déjà des solutions à mettre en place, sans lesquelles on va être, et vous allez le voir avec les équipes qui vont vous présenter ça, on va être de plus en plus contraint dans notre capacité à générer des volumétries de conversion et des CAC et des ROI toujours plus intéressants. Donc, côté Google Ads, on va vous présenter Enhanced Conversion et Consent Mode. Et côté social, on va vous présenter toutes les solutions Conversion API. Donc, je laisse la parole à Maxime pour la partie Google Ads. Merci Marina. Excusez-moi 2 secondes. Super. On peut aller sur la slide suivante. On va commencer du coup avec les solutions attenant à l'écosystème Google Ads. Super. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur et surtout de s'intéresser au levier et à la pratique du levier, puisque c'est ça qui induit les problématiques attenantes à la perte de la donnée et ce vers quoi ça va tendre dans les années à venir. Il faut savoir que sur les 5-6 dernières années, la pratique search, elle a énormément évolué, elle a changé vraiment du tout au tout.
Là où on avait une approche très granulaire en 2015-2016, on est arrivé en 2019-2020 avec l'avènement d'une volumétrie de signaux toujours plus important à des fins d'optimisation, à la nécessité de capitaliser sur le machine learning et sur les solutions de smart bidding pour être en capacité de traiter tous ces éléments et d'en tirer profit au sein du pilotage de nos campagnes. Et ça nécessite de revoir totalement la manière dont on structure un dispositif SEA. Quand je dis ça, ça nécessite de retravailler le KPI de pilotage, puisqu'on a besoin de beaucoup de data pour faire fonctionner de manière optimale les algorithmes. Donc, il faut sélectionner un KPI qui soit cohérent par rapport à ça. Si on sélectionne un KPI trop fin de funnel, qui génère pas assez de volume de conversion d'un point de vue hebdomadaire ou mensuel, on ne va pas réussir à aller chercher les résultats escomptés. D'un point de vue structurel, c'est le même problème. Là où on était sur une segmentation très très fine, historiquement, on est passé plutôt sur la manière d'aller sur l'idée d'aller désiloter les structures et même les inventaires depuis quelques semaines, voire quelques mois, pour gagner en volumétrie de données et pour donner un maximum d'informations aux algorithmes, toujours dans l'idée d'aller chercher un maximum d'efficacité. En ce qui concerne les audiences, c'est un petit peu la même chose. Historiquement, on segmentait nos audiences first party sur la récence du cookie. Donc, les visiteurs du site web de 0 à 7 jours, les visiteurs du site web de 7 à 14 jours, puis de 14 à 30, etc. etc. Aujourd'hui, on va plutôt créer un bassin d'audience, visiteurs du site web, 0 à 300 ou 350 jours, peu importe, mais on va mettre un maximum de données au même endroit pour éviter de siloter et pour gagner en data à des fins d'optimisation. Le modèle d'attribution, c'est également un très bon exemple, puisque historiquement, le Graal du modèle d'attribution, c'était le last click. Aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années, côté search payant, en tout cas écosystème Google Ads, qu'on est passé sur un standard qui est axé sur le modèle data-driven, pour aller pondérer une conversion en fonction des différents touchpoints et essayer de mesurer les choses de manière optimale pour avoir une lecture qui ne soit pas biaisée. Si je caricature la chose, l'idée, c'est de se dire, oui, la marque, l'univers marque transforme toujours très, très bien et bien mieux que le générique en SEA, mais ça ne veut pas dire que le générique ne sert à rien. Souvent, le générique, c'est le premier, le deuxième touchpoint, voire le troisième, et peut-être que le quatrième, celui qui transforme, c'est la marque. L'idée du modèle data-driven, pour rappel, c'est d'aller pondérer la conversion ou la vente effectuée par rapport aux différents touchpoints qui ont amené cette conversion. Et enfin, le machine learning qui va enrober tout ça, parce que quand on a bien structuré notre dispositif SEA, ça nous permet, grâce aux algorithmes, grâce aux stratégies de smart bidding, d'aller chercher une efficacité qu'on ne pouvait pas avoir avec le modèle historique, puisque manuellement, on était incapable d'aller scaler les investissements tout en scalant la performance. Historiquement, quand on augmentait la voilure budgétaire, on avait, in fine, et assez rapidement d'ailleurs, une perte d'efficacité. Aujourd'hui, quand on structure bien les choses, on peut aller investir 5, 6, voire 10 fois plus d'IP publicitaires, tout en conservant un niveau de ROI qui est relativement stable. Donc, ça devient très intéressant. Et du coup, si on rezoome sur notre problématique de ce matin, bah, c'est que par rapport à la manière dont on traite les choses aujourd'hui, par rapport à la manière dont on pilote une activation paid search ou intra-écosystème Google Ads, on a besoin d'avoir un maximum de données. Et c'est un petit peu le mot-clé de cette présentation, c'est qu'il nous faut un maximum de données pour que les algorithmes fonctionnent bien. Sauf qu'en face de ça, on a cette perte de données qui a commencé il y a déjà quelques années, qui s'est intensifiée en 2021 avec la CNIL, avec le cookie consent notamment, et qui va encore accélérer dans les années à venir. Donc on a deux gros facteurs. Le premier, c'est l'évolution des plateformes, avec des restrictions d'utilisation de certains cookies. Je pense notamment à tout ce qui tout ce qui est normes ITP ou d'autres navigateurs comme Chrome qui bloquent certaines fonctionnalités. Et le deuxième pan, là, qui fait plus écho à ce qui s'est passé en avril dernier, c'est la mise en place de la CMP, la nécessité d'avoir le cookie consent pour traquer de A à Z un internaute. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, en 2021, on a une donnée observée qui est inférieure à ce qu'on observait en 2015-2016, parce qu'on a ces restrictions-là. Et surtout, on peut imaginer que ce ratio il va continuer à accélérer, et pas dans le bon sens, puisqu'on peut estimer que la data observée va baisser à hauteur de 50-55% dans les mois et années à venir, avec les restrictions qu'on connaît et la mort du cookie tiers annoncée. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, premier point, on va d'abord s'intéresser à la solution qui nous permet de bypasser un petit peu cette évolution de la législation.
il n'y a plus de support. Ah, apparemment, il y a un problème de support, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde voit bien le support? Oui, c'est bon. Moi, Oui, oui. oui, c'est bon. Bon, je continue. Top. Donc, première solution pour bypasser cette perte de la donnée issue d'un non-consentement, c'est l'alternative Consent Mode. Donc, proposée, c'est une solution Google proposée par intra-écosystème Google Ads. Et cette solution, pourquoi on va en parler en priorité, c'est qu'elle concerne la plus grande partie de cette perte de données. Encore une fois, par rapport aux deux pans, on peut se dire que 80% de la donnée perdue est issue d'un non-consentement, quand 20% est issue d'une restriction de cookification, une restriction d'OS ou encore de navigateur. Le Consent Mode, déjà, c'est une promesse. C'est que ça nous permet, globalement, d'après nos benches, de réconcilier jusqu'à 70% de la data perdue à cause d'un non-consentement. Comment ça fonctionne de manière assez macro, comme vous pouvez le voir sur la droite de la slide. Si je fais 1000 clics sur mon annonce paid et que j'ai 500 clics consentis, tout se passe bien, comme vous pouvez le voir en haut. Je vais pouvoir traquer l'internaute de A à Z. Je vais pouvoir donc le suivre du clic jusqu'à la conversion. Et là, comme on peut le voir dans l'exemple, on peut se dire sur les 500 clics consentis, on a généré 50 conversions. C'est top. Par contre, à côté de ça, mes 500 autres clics, c'est des clics qui sont non consentis. Et de fait, sans un déploiement du Consent Mode, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les consoles? Rien du tout. En fait, ces clics-là, ils ne génèrent rien et on est complètement en blind derrière. L'avantage du Consent Mode, c'est qu'il va nous permettre de compter le nombre de clics consentis. Et sur la base de ce nombre de clics consentis, il va nous permettre d'aller extrapoler via de la modélisation le nombre de conversions issues de ces clics non consentis et d'aller ajouter ces derniers au nombre de conversions observées. Donc, comme vous pouvez le voir dans le schéma, l'idée, ce n'est pas d'appliquer le ratio, le taux de conversion observé, parce qu'on sait que les comportements sont différents sur du clic non consenti. Par contre, avec la puissance des dispositifs actuels, avec notamment le modèle d'attribution dont je vous parlais tout à l'heure, data-driven, qui est en place depuis quelques temps, on peut s'appuyer sur une modélisation solide intra-écosystème Google Ads qui nous permet, et qui permet via cette feature-là, d'aller extrapoler un taux de conversion sur la base des clics non consentis, comme vous pouvez voir dans l'exemple qui descend à 1,8%, mais qui nous permet, in fine, d'aller ajouter 9 conversions aux 50 observées, et donc d'avoir un volume de conversion global qui est supérieur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de volume capté, un machine learning plus efficace, un ROI qui sera meilleur, et du business qui sera toujours meilleur côté annonceur. Si on s'intéresse au deuxième pan, donc l'évolution des plateformes, la restriction de certains navigateurs comme Safari avec la norme ITP, il y a une deuxième solution. Et ce n'est pas une deuxième solution qui est totalement liée à la première, c'est une deuxième solution qui vient en complément de la première. Elle s'appelle Enhanced Conversion. Là, l'idée, c'est quoi? La promesse de Enhanced Conversion, c'est d'aller récupérer 5% de conversion incrémentale qui ne sont pas remontés dans les plateformes aujourd'hui du fait d'une restriction navigateur. C'est important, et je l'ai mis quand même dans le petit carré juste en dessous à gauche de la slide. Il faut savoir que sur les activations YouTube, donc sur tout ce qui va être plus orienté vidéo, le ratio il monte même à plus 17% de conversion incrémentale. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être assez intéressant en complément. Comment ça fonctionne d'un point de vue très macro, encore une fois? Je vais sur un site marchand ou sur un site sur lequel je vais aller faire un lead. Quand je remplis le formulaire de lead, je vais laisser mon nom, mon prénom et mon adresse email. Cette adresse email va être récupérée par le Global Site Tag, donc par le tag Google Ads, sans rentrer dans les détails, grâce à des informations qui seront présentes dans le data layer du site annonceur. Cette information, à savoir l'adresse email, va être cryptée, hachée en SHA-256, donc c'est la norme assez classique qui est notamment utilisée pour tout ce qui va être Customer Match également côté écosystème Google Ads. Et en parallèle, il va y avoir un matching entre ces infos-là qu'on aura récupérées, hachées intra-plateforme, et toutes les personnes loguées Gmail. Si match il y aura une conversion qui sera déclenchée et qui sera remontée dans la plateforme Google Ads directement. Donc là, on n'est pas sur de la modélisation, contrairement au Consent Mode, mais on est sur de l'optimisation de la data observée. Donc c'est vraiment intéressant et ça amène la dernière slide sur le sujet. En fait, pour résumer, ces deux solutions-là, elles sont vraiment intimement liées et fortement complémentaires. Pourquoi? Parce que Enhanced Conversion
va nous permettre d'aller améliorer la mesure des conversions observées, ce qui va nous permettre d'optimiser la manière dont le dispositif se comporte. Et surtout, plus de données observées va permettre une meilleure modélisation et donc une feature consent mode qui sera bien plus puissante et bien plus précise dans les remontées de données modélisées, ce qui nous permettra d'aller chercher toujours une croissance rentable et maîtrisée pour l'ensemble de nos annonceurs. Et donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut pallier la perte des données au sein des plateformes médias avec Edouard et Étienne. Bonjour tout le monde. Donc oui, en effet, sur la partie plus sociale, je vais vous expliquer un peu de manière la plus claire possible et simple possible ce que vont mettre en place les solutions, les GAFA, pour être très clair, et surtout les plateformes qui demain vont pouvoir générer du business. Ce qui est important, c'est de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. C'est surtout depuis 2 ans et depuis les différents confinements dans le monde. On s'est habitués tous chez nous à utiliser l'ensemble des plateformes et les réseaux sociaux et naturellement de vouloir acheter depuis l'ensemble de ces plateformes. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que, et on le voit de toute façon, ce qu'on appelle aujourd'hui le social commerce et l'évolution et la prochaine révolution sur la partie social media. Aux US, c'est plus de 38% de business en 2020 et c'est une croissance folle. En Chine, alors c'est un autre contexte parce qu'ils ont WeChat et ils peuvent tout faire sur leur solution. Ils peuvent aller, ils peuvent tweeter, ils peuvent acheter sur WeChat et c'est assez monumental dans les prochaines années. Et c'est pour ça que toutes ces plateformes ont bien vu le potentiel et commencent à s'y préparer. Sauf que bien évidemment, avec la fin des cookies tiers, ça pose quand même un problème. C'est qu'on ne pourra plus traquer, toute la performance. Et ces plateformes, et en prio Meta, donc Facebook et Instagram, ont développé ce qui s'appelle CAPI, donc Conversion API, développé depuis l'année dernière principalement par Meta, ont été rattrapés par ces 3 plateformes-là, que sont Pinterest, Snap et TikTok, et qui sont les 4 plateformes aujourd'hui dans le monde qui permettent de connecter, on va le voir juste dans le slide après, de connecter en fait des données serveur to serveur. Je vais juste revenir 20 secondes sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, la solution, c'est que vous êtes un utilisateur, vous allez sur un site quelconque, je vais prendre le site Puma par exemple, où voilà, vous vous promenez sur un site. Sur ce site, en fait, les pixels des différentes solutions, des différentes plateformes dont je vous ai parlé précédemment sont posés, vous le savez, dans les browsers. Et ce pixel est capable de traquer les événements que vous faites sur le site. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, vous voulez mettre au panier une certaine chaussure, voilà, ils ont une vue aussi sur le revenu que vous pouvez générer. Et l'ensemble de ces données, de manière automatique, via le pixel dans le browser, est envoyé, on va prendre Meta comme exemple, directement à Meta qui, suite à ça, est capable de personnaliser la publicité qu'elle renvoie sur sa plateforme. Et ça, en 2023, on l'a vu lors de toute cette présentation, et vous le savez, ce ne sera plus possible. Voilà. Bien évidemment, comme je l'ai dit auparavant, ils ont développé une solution qui s'appelle Conversion API, et c'est entre guillemets le tuyau du dessous qui permet, l'ensemble de ces données ne sera plus positionné via le pixel dans le browser, mais sera positionné sur le site web, sur votre site web. Voilà. Et toutes ces données sont récoltées dans un serveur. On développera un peu plus de manière technique le sujet avec Étienne juste après. Toutes ces données récoltées, donc l'ensemble des événements que vous voyez en haut, sont récoltés directement sur votre serveur. Ces données sont traitées, sont analysées, sont bien évidemment contrôlées, anonymisées et sont renvoyées de manière automatique via une API vers le serveur de Meta en l'occurrence, voilà, et qui est capable après de la traiter, de l'analyser. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe de manière très classique. Les browsers, enfin, le pixel est dans le browser. Demain, ça ne sera plus possible. Donc, on l'a dit, ça sera mi-2023. Voilà. Et donc, il est nécessaire et très important qu'on ait cette connaissance-là, on ait cette notion-là, et aussi de comprendre que, bien évidemment, les plateformes ont mis à disposition une solution alternative pour contourner et y remédier. Voilà.
Qu'est-ce que va permettre Conversion API? Tout d'abord, il faut rassurer tout le monde. L'idée, c'est que ça va maintenir le niveau de granularité des campagnes que vous utilisez aujourd'hui. C'est-à-dire ce que vous avez comme données via le pixel web, vous allez pouvoir continuer à avoir les mêmes données demain via le pixel qui sera posé sur le navigateur. Une des forces de CAPI, c'est que ça va aller au-delà de la donnée online que vous avez dans le pixel. En effet, ça va vous permettre de remonter tout ce qui est donné offline. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si vous avez un call center, si vous avez un programme de fidélisation, un CRM, en fait, vous allez pouvoir récolter toute cette donnée-là que vous récoltez habituellement, vous allez pouvoir la réinjecter dans cette API et de pouvoir la renvoyer aux plateformes pour pouvoir affiner, améliorer, optimiser vos campagnes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et bien évidemment, ça permet d'accélérer et de continuer et de maintenir cette précision dans le ciblage, dans la mesure et dans les optimisations. Sujet qui est à la fois très technique, mais qui demande pas uniquement des équipes techniques autour de la table pour gérer ce sujet. Donc, il faut bien évidemment, je vais partir du côté gauche du slide, il faut bien évidemment l'équipe média. C'est un sujet qui est technique, mais aussi un sujet qui est juridique, puisque c'est lié à la privacy, donc ça nécessite de mettre autour de la table la partie juridique. Les responsables marketing, les partenaires de solutions, puisque ça va être aussi un sujet clé, c'est comment récupérer cette donnée et pouvoir l'analyser. Les équipes d'analyse marketing technologique, la sécurité et bien sûr l'agence que nous sommes et qui peuvent vous accompagner sur cette coordination parfaite. Nous, on a une sorte de planning et ce qu'on recommande, c'est de partir sur un certain nombre de temps pour pouvoir analyser concrètement à la fois les enjeux juridiques, les enjeux techniques, analyser la partie technique pour pouvoir être capable de vous proposer une offre la plus adaptée à vos besoins et après de travailler avec vous sur cette intégration. En parlant d'intégration, je vais laisser la main à Étienne, qui va un peu rentrer dans la partie un peu plus technique pour vous expliquer le sujet. Alors, le déploiement de Conversion API se fait en 3 étapes qui sont listées à l'écran. La première étape, c'est de préparer votre business manager, donc votre outil sur lequel vous opérez les campagnes, à l'intégration des données envoyées par Conversion API. C'est une préparation qui est relativement simple et qui permet de sécuriser l'envoi vers votre business manager. La deuxième étape, c'est le développement. En intégrant les données via Conversion API, vous les recevez déjà dans un premier temps chez vous sur une solution comme un TMS côté serveur. Donc, vous récoltez les solutions directement chez vous à la place d'utiliser le pixel qui les envoie directement chez Facebook. Une fois que vous les avez chez vous, vous pouvez choisir quelles données vous envoyez à Business Manager, à Meta ou à toute autre solution qui utilise cette technologie. Vous allez pouvoir sélectionner le KPI qui est envoyé. C'est pour ça qu'on parle d'une solution qui est un petit peu plus haute en termes de sécurité. Vous développez les API entre votre serveur et celui de Meta. Et en troisième point, la déduplication. On conseille de lancer Conversion API en même temps que l'utilisation du pixel pour avoir un changement en douceur entre ces deux solutions de collecte. La déduplication entre les événements qui sont déclenchés par le pixel et ceux que vous faites via Conversion API se fait dans la plateforme. Et c'est un point que l'on adresse aussi qui est vérifié dans le processus technique. Ce qu'il faut se dire, c'est que Conversion API est simplement un nouveau mode de collecte. Au lieu d'utiliser le pixel, vous envoyez les données depuis votre serveur vers Meta. C'est une porte d'entrée alternative. C'est une porte d'entrée qui est aussi avancée parce que vous allez pouvoir collecter vos données web, mais aussi vos données beaucoup plus bas de funnel qui sont contenues dans vos fichiers CRM, ce qu'a précisé Edouard tout à l'heure. On recommande de le déployer dès aujourd'hui parce que vous aurez déjà un bénéfice en contournant les navigateurs qui bloquent déjà les cookies tiers, comme Safari, et aussi en contournant les adblockers. Donc vous allez pouvoir envoyer plus de volume de données vers Meta, ce qui va lui permettre de travailler sur un ciblage plus précis parce que l'on nourrit de manière plus importante son algorithme. Et enfin, troisième point, c'est important de le déployer pour prendre une longueur d'avance. L'utilisation de Conversion API se fait aujourd'hui sur les outils sociaux, on le voit apparaître sur les outils d'affiliation,
Et c'est une tendance globale des outils marketing. Donc, préparer votre écosystème à Conversion API, c'est prendre une longueur d'avance sur la manière d'opérer le marketing après 2023. Ok. Donc, en conclusion sur cette partie, donc, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est de vérifier le paramétrage de votre site centrique, surtout si c'est Google Analytics derrière. Par sécurité, si vous souhaitez progressivement abandonner Google Analytics, il faut commencer à mettre en place un double booking et pour avoir une deuxième solution site-centrique en backup. Et demain, déploiement de Enhanced Conversion et CAPI, et ensuite Consent Mode. Bien sûr, sur ces solutions-là, il faudra en parallèle vérifier auprès de votre DPO si elles sont en adéquation en fait avec les réglementations et également avec les niveaux de sécurité et les réglementations internes que vous avez. Et en parallèle, pour avoir une mesure de l'ensemble de vos canaux on-off marketing en général, se retourner vers des modélisations économétriques et de l'incrémentalité pour mesurer l'efficacité cross-levier. Donc, on a terminé avec la présentation. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Donc, on vous écoute. N'hésitez pas, surtout. C'était très clair. Ou alors, vous pouvez les poser à l'écrit hein, dans le chat. Ok, donc je pense que ça vous a paru très clair. Ah, une question. Alors. Est-ce que les NS sont ouverts, Je vais prendre le sens suivant. Ouais, je vais. Bonjour Laurent. Alors malheureusement, au même titre que Consent Mode, Enhanced Conversion ne sera pas tamponné CNIL compliant comme toutes les solutions qui sont proposées à date côté Google. On sait que c'est un sujet, c'est un point de blocage. Hein. Nous, c'est des choses qu'on porte de manière assez importante, surtout depuis ce début d'année, parce qu'on estime que c'est quelque chose d'hyper structurant pour les mois à venir. Hein. Comme l'a dit Marina tout à l'heure, si on continue à perdre de la data, on ne pourra plus garantir à nos clients, à nos différents annonceurs, de gagner en efficacité média d'année en année. Donc, on va se retrouver sur une sorte de récession média. C'est un petit peu le scénario catastrophe, hein, mais voilà, à terme, si on perd trop de data, on risque de vraiment perdre en efficacité. Donc, malheureusement, non, ce n'est pas tamponné clean compliant. Et je pense que ce ne le sera pas tout de suite. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher de votre DPO qui peut se mettre en contact avec les équipes Google. Ils sont à disposition. On peut vous indiquer des contacts si nécessaire. Voilà, Google est très au fait des sujets et aura, de toute façon, je pense, prendra la parole à un moment donné sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Et la même question sur CAPI. Alors, c'est un vrai sujet actuellement, on va pas le cacher. C'est un vrai sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de... les clients et nous aussi, très concrètement, on adresse ce sujet-là. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes suite à ce qu'a fait la CNIL et qui a mis en demeure des clients qui utilisaient Google Analytics. Pour l'instant, il n'y a pas de vrai sujet officiel. Ce que je peux juste dire, c'est que Meta, très clairement, s'est staffé d'un service juridique en France. Donc, Meta, aujourd'hui, est disponible pour répondre à toutes ces, entre guillemets, inquiétudes aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien d'officiel. Et voilà. Mais c'est vrai que
on a shifté d'un sujet qui était à la fois très technique à aujourd'hui un sujet qui est plus juridique, très honnêtement. Est-ce que demain, les plateformes comme Meta qui stockent les données en Europe et puis les envoient vers les US vont être compatibles avec la CNIL? Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à aujourd'hui. Il y a des inquiétudes. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai sujet officiellement, mais c'est sur la table et Meta France aujourd'hui est en train de prendre le sujet. Donc, ce que moi je recommande, la même chose, ce qu'a dit Marina, c'est qu'il faut que les services juridiques de nos clients se mettent en contact avec les services juridiques de Meta. Et nous, on est là aujourd'hui à VAS, on est là pour faire ce lien et de s'assurer qu'il y ait des connexions et que Meta puisse répondre à vos questions. Meta ne répondra pas, Meta ne viendra pas autour de la table avec vous et nous pour répondre comme ça en live aux questions. Donc, il faut travailler sur un listing de questions, un listing d'inquiétudes. Et après cela, on peut organiser en fait des réunions très concrètes et Meta répondra aux questions juridiques. Voilà. Mais sachez que c'est un sujet extrêmement clé qu'on porte, nous, au sein d'Avas, mais qui doit se traiter entre votre service juridique et le service juridique de Meta, avec nous au centre, pour nous assurer qu'il y ait les meilleures compréhensions. Je vous en prie. On va attendre un petit peu si jamais il y a une dernière question. Mais après, OK. Bon, on vous remercie et passez une belle journée et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup, au revoir.